On avait fait tout ce qu'il fallait, reprendre les liens pour la pression ci-dessus, c'est ce qu'on avait fait, on avait trouvé 5336, on avait fini ça. Donc on passe aux chaînes de Markov, exercice 8. On n'avait pas commencé ça? Pourquoi je l'ai pas ça? On a fait là, ouais, qu'est-ce qu'on a fait du truc alors? Bon, je le refais. Dessiner le graphe, donc c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3, on avait dit un triangle, c'est pas mal. Le 1, il va que sur donc la matrice, c'est 1, 2, 3. Qui va sur 1, 2, 3. Et on est sur 0, 1, 0, 0, 2 tiers, 1 tiers, P1 moins P0. Alors 1, ça va sur 2. 2, ça va sur 2 ou 3. 3, ça va sur 1 ou 2. OK? Alors, question 1, ça c'est fait. Question 2. Alors, on avait dit que pour calculer ces probabilités-là, il y avait plusieurs choix et le mieux était quand même encore de calculer tout simplement une matrice de transition. Alors, je vous laisse calculer les matrices de transition. Je mets 5 minutes.
Ok, donc j'ai remarqué un peu ce qu'on avait écrit hier. C'est qu'on demande des probabilités de transition en 1, 2, 3 et 4 pas. Donc il faut calculer P carré, P cube, P4. Il y a d'autres solutions, mais ça c'est une solution qui va marcher. On va voir si elle est trop compliquée. Vous avez dû commencer les calculs. P carré, je marque juste ça, 0, 1, 0, 0, 2 tiers, 1 tiers. P1 moins P0. En général, je la marque deux fois, c'est une petite perte de temps, mais plus simple. Ouais, je suis fatigué, donc je fais ça, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Alors, 0, 1, 0, ça sélectionne la deuxième ligne. Ok, c'est facile. Donc c'est 0, 2 tiers, 1 tiers. Ensuite, là, c'est 2 tiers fois celle-ci, plus 1 tiers fois là. Donc on a P sur 3. 2 tiers, ça fait 4 neuvièmes. Ah, c'est là, ça va commencer à être moche. 4 neuvièmes plus 1 moins P sur 3. Donc là, on sent que ça ne va pas être la bonne idée. Là, ça fait 2 neuvièmes. Ok. Ensuite, là, ça fait 0, ça va. Ça fait 2 tiers de 1 moins P. Et ensuite, ça fait 1 tiers de 1 moins P. On sent que ça ne va pas être une bonne idée de la calculer 1000 fois. On a déjà P et P carré. Donc, quand vous avez ça, vous avez toutes les probabilités en un pas et en deux pas. La probabilité, la première qu'on nous demande, qui est celle-ci, c'est en un pas, de 1 vers 1. 1 vers 1, c'est 0. OK? On peut faire en deux pas maintenant. Donc, par exemple, x2 égale 1, sachant que x0 est égal à 1. Donc ça, hein, c'est donc 1, 2, 3. Un vers 1 ici. Et on voit que c'est encore 0. Qui était demandé comme x1 Ah, il y a P là. P plus, ah oui, merci. Donc là, l'autre probabilité, c'est P de x1 égale, qu'on peut faire là, x1 égale 2, sachant que x0 égale 2, c'est 2 vers 2. 2 vers 2, c'est là, c'est 2 tiers. Et avec x2, c'est x2 égale 2, sachant que x0 égale 2. En deux pas, c'est 2 vers 2, c'est là. C'est 4 neuvièmes plus 1 moins P sur 3. Ensuite, il nous manque les probabilités en 3 pas et une en 4 pas. En 3 pas, on va quand même faire P cube parce qu'on me demande pas mal de trucs, donc ça risque d'être quand même le plus simple. Alors, P cube, je vois que Marion a fait quelque chose. P carré, P cube, ok. Alors P cube, ok, ça commence à être compliqué. Bon, après, ça va à peu près, P4. Après, une fois que tu as fait en effet toutes tes matrices, c'est sûr que c'est moche, mais au moins, c'est réglé, quoi. Hein. P cube, on y va. Alors là, on sélectionne cette ligne, donc c'est P3, 4 neuvièmes
plus 1 moins P sur 3, 2 neuvièmes. Ensuite, c'est 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers. Donc, c'est 2P sur 9 ici. Là, 2 tiers de ça, plus 1 tiers de ça. Ouh là là. Ça m'intéresse, ça? Ah ouais, parce que c'est ce qu'on me demande, non? Alors, il faut le faire, hein. Donc, ligne 2, colonne 2, 2 tiers, 1 tiers de ça. Alors, 2 tiers, non, mais je ne le ferai pas, hein. 2 tiers de 4 neuvièmes, plus 1 moins P sur 3, plus 1 tiers de P, plus 2 tiers de 1 moins P. C'est égal à 8 sur 27. 1 moins P, là, ça fait 2 fois 1 moins P sur 9. Là, au niveau des P sur 9, on va faire plus 3P ici, sur 9. Et là, ça va faire plus 6 fois 1 moins P sur 9 ici. Donc, c'est 8 sur 27. Et on a quoi? On a 2 plus 6, 8. Et en P, on a moins 2 plus 3, ça fait 1. Moins 6, ça fait moins 5. C'est ça, mais on ne trouve pas trop pareil avec Marion. Bon, je vais reprendre après, mais... Alors, Mélanie, tu dis, j'ai du mal à comprendre comment on a vu les probas. P de x1 égale 2, sachant que x0 égale 2. Alors, celle-ci, ça, par exemple, c'est un pas. Donc, c'est P. OK? Et c'est pour aller de 2 vers 2. Donc, c'est ligne 2, colonne 2. Parce que c'est de ligne vers colonne. Donc, d'un P, 2 et 2, 2 tiers. Donc, ça, c'est en 2 pas. Et on est aussi en 2, 2. Donc, c'est P carré. P carré en 2 et 2, c'est 4 neuvièmes plus 1 moins P sur 3. Ça, c'est P de 1, 1. Et ça, c'est P carré de 1, 1. Est-ce que Mélanie, ça va? Là, c'est un 2 parce que il y avait le 9 là. D'accord, merci. Donc, ça en fait moins combien? Moins 4 plus 3, ça fait moins 1 ici. Et donc, ça fait 2 plus 2, 4. Donc, si on remet tout sur 27, il faut multiplier ça par 3. 3 fois 4, 12. Donc, ça fait 20 moins 3P sur 27. Alors là, attention, on a calculé des coefficients qui ne servent à rien ici. Parce que ce qu'on nous demande ici, c'est celle-ci. Là, déjà, on peut déjà répondre. OK? Alors, si vous voulez, je peux l'écrire comme ça.
il nous reste à calculer alors, il nous reste à calculer la probabilité, donc il faut regarder sur l'énoncé. Tac, tac, tac. Ça, on a fait, ça, on a fait. x3 égale 1, sachant que x0 égale 1, c'est-à-dire que c'est les coefficients de p cube en 1, 1. Ensuite, c'est x4 égale 1, sachant que x0 égale 1, c'est le coefficient de p4 en 1, 1. Et ensuite, il nous restera aussi la probabilité que x3 est égal à 2, sachant que x0 est égal à 2, c'est-à-dire P3 en 2, 2. Donc, il me faut du 1, 1. Pour P3, il me faut du 2, 2. Ça, c'est fait. Et après, il va me falloir le coefficient en P4 de 1, 1. Mais P4 en 1, 1, d'accord? Ça va être donné par la matrice P fois la matrice P cube avec L1 fois C1. Il me faut L1 et C1 pour avoir 1. Tout le reste, pas important. Donc, il me faut ça, ça. Là, on vient de voir qu'on a fait x3 égale 1, sachant x0 égale 1. C'est donc p cube. Et on a p cube de 2. x3 égale 2. x0 égale 2. C'est donc 20 moins 3p sur 27. Et maintenant, pour avoir ce fameux x4 égale 1, sachant que x0 égale 1, c'est égal à, il me faut cette colonne. Donc, il faut que je fasse ce terme-là. Ce terme-là, c'est la ligne 3 de P, P1 moins P0, fois la colonne 1 de P carré. Donc là, c'est pas très compliqué. Hein, c'est pas compliqué du tout maintenant. Ça fait un peu... Ah. Donc c'est ligne 3, on a dit. P1 moins P fois colonne 1. Ça fait P fois 1 moins P sur 3. Et là, vous pouvez mettre ça, c'est pas grave. Vous pouvez mettre des étoiles. Ça ne m'intéresse pas. Ok. Là, ce que vous pouvez dire maintenant, pour expliquer, c'est que ça, c'est donc la ligne 1 de P. Donc, c'est 0, 1, 0 fois, ça c'est la ligne 1 de P, fois P cube, 2P sur 9, P fois 1 moins P sur 3. Ça c'est la colonne 1 de P cube. Qu'on obtient 2P sur 9. Ça montre quoi? Ça montre un peu comment optimiser le calcul, c'est-à-dire pas forcément se braquer toutes les matrices selon ce qu'on vous demande, d'accord? Puisque vous avez vu que potentiellement ça peut être des calculs un peu longs. Et voilà, c'est tout. Donc, on évite un peu les calculs. Par exemple, on a calculé un seul terme de P4. Sinon, P4, c'est ce qu'a fait Marion. Vous voyez, il y a du boulot, quoi. Donc, tant qu'à faire, on peut éviter un peu ça en essayant de répondre juste à la question. Évidemment, selon ce qu'on vous demande comme question après, vérifiez qu'on ne vous demande pas derrière P3 ou P4 en entier, quoi. Bon. Quelle est la loi de x1 si x0 suit une loi uniforme sur 1, 2, 3? Alors, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ça veut dire, supposons que la loi de x0, comment je l'écris? Elle est uniforme. Alors, on est obligé de passer par P ou on peut faire du calcul direct en détaillant.
C'est vraiment passer par P, ça n'est que un gain de temps. C'est optimal. Ouais, P carré, P cube, P4, tout ça c'est optimal en fait. Tout ça c'est optimal à la condition que tu fasses ce que j'ai fait, c'est que tu détermines les coefficients dont tu n'as pas besoin et que tu les remplaces par des étoiles. À ce moment-là, faire ça, ce sera toujours la même complexité que ce que tu veux faire en calcul direct, sauf que c'est plus simple, parce que les matrices, on connaît bien. Donc il faut juste faire gaffe à se dire, attends, cela je m'en fous pour ce qu'on me demande, donc je mets des étoiles. Voilà. Alors, supposons que Lx0, si c'est les états, c'est 1, 2, 3, alors la probabilité, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Ça va? C'est homogène. Enfin, c'est homogène, c'est uniforme. Que vaut L de x1? OK. Ensuite, on suppose que x0 a pour loi blablabla, calculer P de x1 égale 2 et x2 égale 3. Un peu plus compliqué. On commence avec 5 minutes. La question 1, très simple. Hein.
Alors, Vincent, Lx0, c'est la loi de x0. Donc, la loi de x0, c'est ça. C'est la proba que x0 soit égal à 1, la proba que x0 soit égal à 2, la proba que x0 soit égal à 3. Et comme elle est, qu'on appelle ça, uniforme, chaque probabilité est égale, comme la somme fait 1, ça force à être sur 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de x0. On les écrit pour les chaînes de Markov en ligne, comme ceci. Alors, comment est-ce qu'on obtient la loi de x1? Vous voyez pas? Bon, c'est le CM, hein, c'est sûr qu'il faut suivre un peu le cours là. Mais c'est bon, c'est pas compliqué. Bon, il faut juste avoir la connaissance, quoi, comme qui dirait. La loi de x1, c'est voilà, c'est ce que dit Axel, c'est la loi de x0 fois p. Ok. Donc on a la loi de x1. Donc autrement dit, ça, si vous voulez, c'est égal à proba que x1 soit égal à 1, proba que x1 soit égal à 2, proba que x1 soit égal à 3. C'est donné par L de x0 fois p, d'accord? Donc ça, c'est quoi? Il faut reprendre p. Alors attends, Marine, là, c'est à l'envers encore. Parce qu'il y a pas mal de trucs à lire. Est-ce que tu aurais la version droite, s'il te plaît? Pour l'instant, je continue. L de x0 fois p, c'est donc la ligne 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. D'accord? Si vous préférez, c'est ça. C'est 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers fois p. Donc ça, c'est un vecteur ligne aussi, qui fait donc, il faut reprendre la matrice p qui est là, et vous la multipliez par la ligne 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc ça va faire p sur 3 ici. Vous allez trouver 2 neuvièmes plus 1 moins p sur 3, normalement. Et après, 1 neuvième. OK? C'est bon ça ou pas? 2 neuvièmes ici. Fais un petit contrôle, voir si la somme fait bien 1. Là, les p sur 3 vont s'enlever, ça va faire 1 tiers. Et on va avoir 2 neuvièmes plus 1 neuvième, c'est 1 tiers. Et un problème, ça fait 1 tiers plus 1 tiers, ça fait 2 tiers. Alors, qu'est-ce que je fais encore? P sur 3, ça c'est bon. Ah, j'ai oublié 1 tiers là. Il y a 1 tiers plus 2 neuvièmes plus 1 moins p sur 3. Voilà, c'est ça. Et donc là, ça marche bien. Décidément, aujourd'hui, c'est pas bon. Hein. Alors, je regarde Marine. Hop.
I est uniforme, loi de x0, pam pam pam. Un tiers. Ok. Ouais, donc c'est ça. Alors après, on va voir pour la question d'après. Donc pour la loi de x1, déjà, est-ce que ça pose question à quelqu'un? Où est-ce que ça va, ça? Ça va? Bon, alors, la question d'après. On suppose que x0 a pour loi un demi, un quart, un quart. Calculer p de x1 égale 2 et p de x2 égale 3. Et l'autre, ensuite, on verra. Déjà, on a p de x1. Alors, c'est question 4. P de x1 égale 2 et x2 égale 3. Comment est-ce qu'on va s'en sortir, là, selon vous, pour calculer ce truc-là? Parce que ça ne ressemble pas à quelque chose de Markov, entre guillemets, pour l'instant. Proba conditionnel, oui. Alors, comment on peut faire? Alors, Marine dit que c'était déjà fait comme ça. En effet. Alors, ça, c'est x1, alors plutôt x2 égale 3, tu as marqué comme ça? Voilà, c'est ça. Sachant que x1 égale 2, fois la probabilité que x1 égale 2. Ça va, ça? On revient sur les probabilités conditionnelles classiques. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on passe par ça? Parce que ça, c'est connu. Ça, c'est connu dans les chaînes de Markov. Les probas conditionnels, ça c'est une proba, ça c'est de 2 vers 3. C'est de 2 vers 3, en un pas. Donc ça devient égal à... alors, ça qu'est-ce que c'est? C'est dans P, c'est la probabilité de 2 vers 3, donc c'est un tiers, fois P de x1 égale 2. Et alors comment on fait pour avoir P de x1 égale 2? Alors P de x1 égale 2, ça, c'est donné par la loi de x1. Ok? Alors comment faire? On va déterminer sa loi. La loi de x1, plutôt, tant qu'à faire, on fait plus simple. La probabilité que x1 est égal à 2, qu'est-ce que c'est? C'est la loi de x0 je vais le marquer peut-être,
c'est la loi de x0 fois quoi? La colonne 2. On va se marquer en noir. Colonne 2 de P. Ça, c'est quoi? C'est 1 demi, 1 quart, 1 quart. Et la colonne 2 de P, c'est 1, 2 tiers, 1 moins P. Alors, Mélanie ne comprend pas le 1 tiers. Quel 1 tiers? 1 tiers? C'est de 2 vers 3 en un pas. Et P, c'est de 2 vers 3 en un pas, c'est 1 tiers. Ça va? Ah non, t'as dû faire de 3 vers 2, toi. On prend de à gauche vers ce qu'il y a en haut. Tu peux vérifier sur le graphique, hein. De 2 vers 3, c'est 1 tiers. Alors, ici, on en est là. La loi de x0 fois la colonne 2 pour avoir juste x1 égale 2. Si vous voulez la loi entière de x1, ben vous mettez la matrice entière de P. Et ici, j'obtiens quoi? J'obtiens 1 demi plus, on peut laisser ce truc, plus, ça fait quoi ça? Ça fait 1 sixième plus 1 moins P sur 4. Bon, il y a des parenthèses, il faut, pour être très rigoureux, il faudrait dire qu'on identifie les matrices carrées de taille 1 avec ça, avec juste les nombres réels. Mais bon, on va se passer de ça. Même dénominateur, ouais, peu importe, hein, ça fait 3. Ça fait quoi? Ça fait 3 sixièmes. Ça va faire 4 sixièmes. 4 sixièmes, disons, ce serait pas un peu 2 tiers, ça? Voilà, donc c'est 2 tiers plus 1 moins P sur 4. Peu importe. Hein. Enfin, peu importe. Pas vraiment peu importe, mais voilà. Ça, c'est pour P de x1 égale 2. Donc, on en déduit la valeur finale de ce qui nous intéresse. Donc, la probabilité que x1 soit égal à 2, c'est 1 tiers fois 2 tiers plus 1 moins P sur 4. C'est-à-dire 2 neuvièmes plus 1 moins P sur 12. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore une erreur ou quoi? Oui, pardon. P de x1 égale 2 et x2 égale 3. Donc l'idée étant vraiment de passer par le conditionnel. Ensuite, il y a l'autre chose à faire. Donc, c'est la proba que... Alors, c'est quoi? C'est x1 égale 2 et x3 égale 2. Qui devient égal, donc c'est ce qu'a dit aussi Marine. C'est la probabilité que x3 soit égal à 2, sachant que x1 est égal à 2, fois la probabilité que x1 soit égal à 2. Donc ça, c'est le coefficient en 2 pas de 2,
fois, ça on a déjà calculé juste avant, c'est donc 2 tiers plus 1 moins P sur 4. P carré en 2, 2, il faut aller voir ce qu'on avait. P carré c'était là, on avait un truc bien moche. Donc ça c'est 4 neuvièmes plus 1 moins P sur 3. 2 tiers plus 1 moins P sur 4. Je vais marquer là, lui, de changer ça, là. C'est l'exercice quoi, ça? 8. Je vais changer le P, là. Ce P, ça sert à rien. Ça, Léa, c'est le 2,2 de P cube. Là, on est sur le 2,2 de P carré. Normalement, pour une fois, je fais un calcul juste. Je suis assez fier de moi, quand même. Au bout de 5 calculs, quand même arriver à faire un juste, je trouve que c'est pas mal. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Ça va? Ça suit ou vous êtes carrément paumé, là? Ça suit ou paumé? Ça suit. Alors ça, Mélanie, c'est très simple. C'est juste que la loi, si tu veux, ça va être carrément... Tout est... Alors, où est-ce que je peux marquer ça? C'est juste là. La loi, si tu veux, c'est la loi de x0. Donc, est-ce que c'était pas marqué au-dessus? Si, voilà. La loi de x1, tu vois. C'est la loi de x0 fois p. Alors là, dans la question 3, on avait une loi uniforme en 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Hop, fois p. Ça te donne toutes les probas, tu vois, ici. Ce qui veut dire que, comment tu attrapes ce nombre-là? Ce nombre-là, ça c'est une matrice ligne. Il est sur la ligne 1, sur la colonne 1. Ça veut dire que tu l'attrapes en prenant la ligne 1, de toute façon il n'y en a qu'une ici, fois la colonne 1 de P. Et c'est comme ça que tu obtiens P sur 3. Ce nombre-là, tu l'obtiens en prenant la ligne 1, et c'est, voilà, c'est là, fois la colonne 2 de P. Et tu obtiens ce nombre-là. Celui-là, c'est la ligne ici, fois la colonne 3. Donc, autrement dit, P de x1 égale 2 qui est en colonne 2, il s'obtient avec ligne fois colonne 2. C'est pour ça que là, au lieu de me taper les 3 calculs de la ligne entière de la loi de x1, comme on me demande que celui du milieu, je n'extrais que la colonne 2. Est-ce que ça va ou tiens, ça aide pas?
Non, je crois pas trop. Tu peux prendre ton micro ou pas? L de x0, si tu veux, c'est un demi, un quart, un quart. Ça, c'est L de x0. En fait, si tu préfères, on a ça, quoi. Là, je mets une étoile pour retourner là. Essaye de voir si tu peux prendre ton micro, ce sera plus simple. L de x0. L de x1, c'est la proba que x1 soit égal à 1, la proba que x1 soit égal à 2, la proba que x1 soit égal à 3. Ok? C'est donc la loi de x0 fois p. Là, les lois, on les marque en ligne, d'accord? Ça, c'est le cours qui dit, ces nombres-là, tu les obtiendras en multipliant cette ligne à cette colonne. Donc ça, c'est quoi? C'est la ligne ici, fois une matrice avec 3 colonnes. C1, C2, C3. Ça, je vais appeler ça L. Bon, c'est la ligne LX0, comme tu veux. Ça, c'est quoi, du coup? Le résultat, c'est L fois C1, ici. L fois C2. L fois C3. Ça, c'est des nombres qui sont réels à chaque fois. Alors, en vrai, c'est des matrices carrées de taille 1 sur 1. Mais si tu veux être mathématicien pointilleux, tu sors un petit isomorphisme des matrices carrées de taille 1 sur 1 vers R. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faudrait faire techniquement. Bon, à un moment donné, il ne faut pas non plus. Voilà. Donc, en général, on commence l'exercice en disant, on devrait commencer le chapitre de Markov en disant, dans tout ce qui suit, on identifiera R et les matrices carrées de taille 1 sur R. Voilà. Alors, est-ce que ça t'a aidé ou on n'y est toujours pas, Mélanie? Vous m'entendez? Ouais. Ah, Parfait. oui, du coup, c'est bon, j'ai tout compris. Merci beaucoup. Ok. D'accord, ok. Parfait, merci. Ok, alors, super. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, l'exercice 9. Ouh là, ça a l'air joli ça. Alors, soit X a une chaîne de Markov à 2 états dont le graphe est très joli. Voilà. Alors, il est comme ceci. Il y a 2 états. On suppose par ailleurs que P et Q, ils sont dans 0, 1 ouvert, ok? Donc, c'est ni 0 ni 1. Question 1, écrire la matrice de transition Q de cette chaîne de Markov. Facile. Question 2, justifier que Xn est irréductible et montrer qu'elle converge en loi vers une probabilité pi. Mais qu'est-ce que ça pourrait être cette probabilité pi? Qui ne dépend pas de la probabilité initiale μ0. Donc vous avez compris, là, celui qui pose l'énoncé, il essaye de créer du mystère, mais dans ce chapitre, il n'y en a pas beaucoup, hein, d'accord? Donc la loi pi vers laquelle il veut que ça converge, c'est quoi? C'est forcément la loi stationnaire, ok? Et si vous voulez que la loi stationnaire existe, donc là, je vous refais le brief de ce matin. Si vous voulez que la loi stationnaire existe, il faut que la chaîne soit irréductible. Enfin, c'est pas il faut, je m'exprime mal, mais si la chaîne est irréductible, la loi va exister. Et si la chaîne est en plus apériodique,
alors carrément, on a convergence en loi, quelle que soit la loi initiale. Ok? C'est le chapitre de ce matin. Donc, je vais vous laisser essayer de vous inspirer de ce matin pour essayer de faire les questions 1 et 2 à minima. Je pense qu'il faut 10 minutes quand même. Si vous avez avancé, vous continuez. Ok? Allez, c'est parti. On va pas forcément faire l'exercice comme il est demandé. C'est-à-dire que essentiellement, ce que vous pouvez faire, c'est montrer, expliquer pourquoi la suite va converger en loi vers la loi stationnaire, montrer que la loi stationnaire existe et calculer la loi stationnaire. Ça, c'est vraiment les questions typiques. On va pas se mentir, hein, c'est ce que je vous demanderais sur un CC ou un CT. Hein, d'accord? Voilà, pas de surprise. Donc, on y va. 10 minutes.
Alors, Vincent, matrice de transition, ça a l'air pas mal, ouais. Ok. Alors, ça va d'abord avancer, on va voir. Donc, on va commencer par ça. Exercice 9. Il est passé où celui-là? Voilà. Donc, écrire la matrice de transition Q de xn. On a Q égale, et donc, fais voir Vincent, il a marqué en effet les états ici, ce qui est une bonne idée pour pas faire de bêtises. On n'a que 2 états, donc ça va. Ces 2 états-là, ils nous disent quoi? On a une boucle sur 1, une boucle sur 2. Et donc, ben, là, on part avec P, et là, on part avec Q. De 1 vers 1, c'est donc 1 moins P, donc automatiquement là, c'est P. De 2 vers 1, c'est Q, et donc là, c'est 1 moins Q. OK? Donc, c'est ce qu'a fait Vincent. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde ou ça pose une question? Ça doit aller quand même, ça. Alors, question 2. La question 2, justifier que xn est irréductible. Ce qui signifie montrer que tous les états communiquent. D'accord? Cela revient à montrer. C'est la première fois, donc on va le dire explicitement. Mais cela revient à montrer que tous les états communiquent. On a une suite de transitions. Hop, on va appeler ça comme ça. On va prendre celle de Vincent. Hein. On part en 1, on va en 2 avec P, et de 2, on va en 1 avec Q. Juste là, il faut bien dire, c'est important, que P et Q sont différents de 0. OK? Sinon, on aurait des flèches nulles qui ne compteraient pas et ça ne justifierait pas l'équivalence. OK? Petite subtilité. Voilà. Alors, OK. Je regarde la réponse de Vincent, tant qu'à faire. Tous les états communiquent, donc la chaîne est irréductible, donc tous les états ont la même période. Or, 1 est de période 1. OK, donc après tu fais le truc. Pi, on calcule. Le calcul, je ne sais pas s'il est juste, mais OK. Tu mets des implications. Tac, tac, tac. Pour les systèmes, quand tu calcules un noyau, c'est vrai que je ne sais pas si c'est à vous que j'ai déjà dit, je crois que c'était au prépa, j'avais dit attention, les équivalences, il faut faire attention parce que parfois on les utilise et puis elles sont fausses et on prend des points en moins. Donc, voilà. Mais pour les systèmes, c'est important de les laisser. Sinon, on ne peut pas conclure que le ker est égal avec. On aurait juste une inclusion dans un certain sens, je ne sais pas lequel. Voilà. Donc vraiment, quand tu fais des systèmes proprement comme tu as fait là, tu maintiens bien l'équivalence entre les trucs. De plus on a 1 plus 1 égale 2. Ouais, ça c'est balèze. Donc, pi est égal à 1 demi, 1 demi. Voilà, bon, c'est 20 sur 20. Hein. A priori, c'est 20 sur 20. Voilà, comment on fait? Hop. Ok, allez. Tac, tac, tac.
On y va. Alors, de toute façon, hein, il faut faire ce qu'a fait Vincent. Hein, donc, voilà, hein. On y va. Alors, Mélanie, je ne comprends pas le vecteur 1, 1. On a P égale Q. Alors, peut-être qu'il y a une faute quelque part, alors, je sais pas. On va voir. Allez, on y va. Alors, question 2. On vient de faire une chaîne qui va de 1 jusqu'en 1. En passant par 2, tous les états communiquent. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Ou pas? Là, on obtient que la chaîne est donc irréductible. Tous les états ont la même période. Or, 1 est de période 1. Car un boucle là. Donc, la chaîne est apériodique. Alors ça, vraiment, hein, vous allez voir, on va l'écrire plusieurs fois comme ça. Hein. Ça, c'est le schéma classique. Voilà. D'après le cours. Alors, cette chaîne admet une unique loi stationnaire, pi, et xn converge en loi vers pi. Ok. On calcul de pi. L'exercice, là, il est posé d'une certaine manière qui est bizarre, qui dit oui, on va calculer une relation entre Pn et Qn, etc., pour faire tendre ça vers l'infini et arriver sur un truc. Il y a un théorème. Hein. Donc, ce qu'on va faire plutôt, c'est le théorème, d'accord? C'est la théorie, s'il y en a qui l'ont fait depuis des dizaines d'années. Si ce n'est pas des centaines pour la chaîne de Markov, on va les respecter, d'accord? Et donc, on utilise ça. Donc, le calcul de pi, c'est pas à la main, on fait tendre n vers l'infini. C'est pour ça que je vous dis de ne pas faire ça comme ça, dans le sens où, pour vous habituer à faire la bonne chose. La bonne chose, c'est quoi? C'est lorsqu'elle est irréductible apériodique, pi se calcule comme étant dans le noyau de la valeur propre. Okay? Enfin, dans l'espace propre, je veux dire. Alors, vous mettez, par exemple, calcul de pi, voilà. On a donc transposé de Q moins l'identité. C'est cette matrice dont on veut calculer le noyau. Et ça, c'est quoi? Transposer. On y va doucement, hein, on n'est pas pressé. Hein. Ça fait Q en haut, P en bas, 1 moins Q, moins l'identité. C'est égal à moins P, Q, P, moins Q. On a alors XY appartient au noyau de ça, si et seulement si, eh bien, cette matrice-là, là, on peut peut-être y aller direct, non? Ah, c'est la même chose. Hein. Elles sont proportionnelles. Donc, ça fait moins px plus qy égale 0. Alors, je suis une espèce de robot hein, sur le système linéaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, j'ai des mais quand j'étais petit, que j'avais moins que votre âge, que j'étais en prépa, même avant, enfin, je sais pas quand c'est arrivé, mais je trouvais ça compliqué le système linéaire en fait. Je comprenais jamais là. Déjà, ils faisaient des substitutions. J'avais vu des profs au lycée faire des substitutions. J'étais là, ça me rendait fou en fait. Je comprenais pas. C'est dingue, hein. Les gars. Ils font des trucs, je comprends pas. Et puis après, ils y arrivent, ils disent voilà, c'est ça. Ah, en fait, c'était scandaleux.
c'est scandaleux que j'ai eu des profs de lycée qui fassent ça. C'est un scandale. Là, j'irai les voir, je leur dirais, vous êtes fous, quoi. Faut surtout pas faire ça. Surtout pas à des élèves. Et en fait, en prépa, là, les gars, on commence à dire, non, mais attends, on fait pas comme ça, c'est pivot de gauche toujours, on remonte à l'envers, et puis c'est tout. Et donc, il y a vraiment une manière unique. Là, encore, j'ai corrigé les copies hier de prépa qui résolvent des systèmes. Il y en a la moitié, si c'est pas les 2 tiers, qui me font des substitutions, mais n'importe comment, quoi. Et ils y arrivent après, à leur système. Donc, le problème, c'est qu'ils y arrivent, donc forcément, ils sont en confiance. Mais dès que tu mets un système légèrement un peu plus compliqué, il n'y a plus personne. C'est le problème. Donc, moi, j'ai toujours la même méthode, qui est toujours pareil. J'ai le nombre d'équations. Là, je suis en pivot de Gauss. Nombre de variables 2, équation 1. Donc, paramètre libre. Je l'entoure. Hein. Je l'entoure. Voilà. Comme un jeune novice. Mais parce que je suis mauvais. En vrai, comment tu veux faire sinon, hein? Donc, x égale moins q sur moins p, y. Et j'arrête pas de faire des fautes de calcul. Alors, si je commence à pas entourer, après, c'est fini. Voilà. X égale qp, y. C'est juste ça ou pas? Pour une fois, ça a l'air juste. Bravo. Bravo, Doleg. Alors, une fois qu'on a ça, on obtient, peut-être que ça vous aide pas, ça, mais le noyau cherché, TQ moins I2, moi, dans ce cas-là, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, Y, il est libre, ok? Mais X, il l'est pas. Voilà. Voilà comment je fonctionne. Je mets Y, parce qu'il fait ce qu'il veut, et X en fonction. Voilà, ça c'est vect de Q sur P1. Bon, je peux faire ça, ok, voilà. Or, rien du tout. Donc, pi, c'est égal à, ça c'est positif, donc il faut diviser par la somme Q sur P plus 1 fois Q sur P 1. Alors là, qu'est-ce que ça fait? On va multiplier par P en haut et en bas peut-être. Ça fait P sur P plus Q fois Q sur P 1. Et donc au final, on obtient, là ça va faire un petit, ça fait Q et là P plus Q. Là ça fait P et P plus Q. On fait une petite vérification pour être sûr. Tout est positif. La somme fait 1. Félicitations. OK? Alors, voilà, je ne sais pas trop comment tu avais fait ça, Vincent, la résolution. Mais peut-être rebosser un peu les résolutions de système. Hein. C'est ce qu'avait dit Amandine après, je crois, du coup. OK. Alors, est-ce qu'il y a une question là-dessus? Alors, ce que tu fais après, pour obtenir le vect, tu prends le paramètre libre égal à ce que tu veux. Voilà. Alors, en général, tu prends 1, quoi. Donc là, si je prends 1, ça fait Q sur P, 1. Après, si tu prends P, ça ferait QP, par exemple. Ça serait plus joli. Mais par contre, ça ne peut pas être P sur Q1. Ça va ou ça va pas? Ok, parfait. Alors, on a trouvé pi. On va sauter les questions d'après, qui ne m'intéressent pas trop. Dans la suite, on note. Enfin, on va voir. On note mu n, la loi de Xn.
Donner une relation entre Pn et Pn-1. Allez, si, on fait ça, la question 3. Question 3, pour le plaisir. Question 3, pour le plaisir. Alors, on peut avoir vect de 1p sur q aussi, tout à fait. Tu aurais mis y égale à p sur q dans cette formule. Ça fait p sur q là, et là, ça aurait fait 1. En fait, vous pouvez choisir n'importe quel y non nul. Ça vous fait un vecteur non nul qui engendre votre espace, quoi. Hein. OK. Voilà. Pour le plaisir, dans le sens où on ne va pas s'en servir pour calculer. Donc cet exercice-là faisait calculer pi avec cette méthode-là, qui est vraiment celle qui est anti-pédagogique. D'accord ? C'est anti-pédagogique, c'est pas mon style. L'idée, c'est, il y a un truc pour calculer pi, c'est le noyau de transposer mon identité. Donc arrêtons là. OK ? Par contre, ça c'est pas très bien ça. Là, ça c'est pas terrible ça par contre. J'ai écrit en ligne parce que j'étais en mode ligne dans ma tête, d'accord? Normalement, on est quand même sur une matrice carrée. Le ker, il est en colonne, d'accord? Mais c'est un détail, mais c'est une transposée qu'il faut mettre là, ok? Est-ce que ça change quelque chose pour pi? Alors, quel que soit le vecteur que tu vas prendre ici, ok? Donc, le vecteur qui engendre cet espace-là. Cet espace-là, il est de dimension 1, ok? Et il contient un vecteur qui est à coordonnées positives et positives. Ok. Là-dedans, tu pourras voir, il n'y en a qu'un seul dont la somme des coefficients fait 1. Il n'y en a qu'un seul. Donc du coup, quel que soit le vecteur que tu prennes là, pour retomber sur celui-là que tu cherches, il suffit de diviser le vecteur que tu as pris par la somme. Voilà. Et pour pi c'est bon. Pi on est bon. C'est la même. Il y aura toujours unicité. Hein. D'ailleurs, hein, le théorème le dit, sauf si on nous aurait menti. Voilà. Alors, pour le plaisir, le lien entre Pn et Pn-1, vous l'avez ou pas? Alors, il faut voir μn égale Pn 1 moins Pn, c'est toujours possible. Puisque ça, c'est une proba, l'autre une autre. Positif, positif. La somme fait 1. OK? Alors, comment je fais pour relier Pn et Pn-1? A priori, il faut relier μn et μn-1. μn, c'est la loi de Xn. μn-1, c'est Pn-1, 1 moins Pn-1. C'est la loi de Xn-1. Pi, ça représente quoi dans cette situation précise si on veut interpréter? On va le faire avec la question, on va finir légèrement en retard en faisant derrière la... On va finir l'exercice. Et il y aura la réponse à cette question, Axel. C'est la dernière question. Donc là, le lien entre la loi de Xn et la loi de Xn-1, c'est toujours le même. On a μn qui est égal à μn moins 1 fois P. Donc, ça vous dit que Pn 1 moins Pn, c'est égal à Pn moins 1, 1 moins Pn moins 1, facteur de, et P, alors il faut se rappeler de ce que c'était P, c'était 1 moins P, enfin c'est Q, on l'appelle Q je crois, c'est 1 moins P, P, Q, 1 moins Q. Voilà.
Donc, ça vous dit que Pn, ligne 1, colonne 1, c'est donc ligne 1, colonne 1, c'est 1 moins P fois P, n moins 1, plus Q fois 1 moins Pn moins 1. Autrement dit, ça dit aussi que c'est 1 moins P moins Q fois Pn moins 1 plus Q. OK? Déterminer alpha dans R tel que alpha est égal à 1 moins P moins Q alpha plus Q. À la maison, alpha, il vaut sans surprise Q sur P plus Q. Enfin, sans surprise, je ne sais pas si c'est sans surprise pour vous, mais ce sera ça, ok? Vous faites chez vous, je gagne un peu de temps parce qu'on est sur la fin. 5, en déduire pour tout n, Pn en fonction de n, et retrouver la convergence en loi de Xn et calculer pi. Oh, ça, c'est pas ce qu'il y a. Ça m'intéresse pas trop de faire ça. Ça, c'est de l'analyse. Alors, on va faire par contre 6 et 7. Vous pouvez faire, hein, le 5 chez vous, hein, vous pouvez la faire, hein, d'accord? C'est pas très compliqué. Hein. En plus, c'est du niveau, ça c'est vraiment genre cet exercice, je le mettrais bien en CAPES, quoi, hein, d'accord? C'est vraiment de ce niveau-là, quoi, un peu des suites, de la convergence, des petites techniques, là, tac, tac. D'accord? Donc, c'est niveau CAPES, hein, vraiment, ça. 5, on saute, tac, tac, c'est d'analyse. 6, donc la question c'est justifier que Qn converge et déterminer sa limite. Donc, ça, c'est le cours, comme la chaîne de Markov est irréductible et apériodique, Qn converge quand n tend vers plus l'infini, donc ça c'est ce qu'on a vu ce matin en cours, vers la matrice donnée par la loi stationnaire sur chaque ligne. C'est-à-dire Q, P plus Q, P, P plus Q, Q, P plus Q, P, P plus Q. Ok? C'est le cours. Après, vous pouvez vérifier, hein, faire le calcul de Qn Q puissance n petit à petit par récurrence. Vous pouvez vérifier que tout ça, ça marche bien. Vous allez voir, effectivement, on a cette convergence-là. En d'autres termes, hein, ça serait écrit comme ça aussi, 1 sur P plus Q, facteur de Q, P, Q, P.
Et donc là, on en vient à la question qui m'intéresse. Enfin, le reste, c'est une redite du cours, hein, jusqu'ici. Ce qui est intéressant, c'est le calcul d'avant, mais bon. Application. Dans un ordinateur, on s'intéresse à la diode qui indique une lecture du disque dur. Toutes les millisecondes, elle peut changer d'état. On observe que quand elle est éteinte, elle a 2 chances sur 5 de s'allumer. Quand elle est allumée, elle a 1 chance sur 4 de s'éteindre. Sur une longue période, dans quelle proportion est-elle allumée? Donc on peut modéliser la situation par une chaîne. Donc là, je vous montre comment on rédige le fait d'introduire une chaîne de Markov. Donc vous dites, on peut modéliser la situation par une chaîne de Markov. Xn, n supérieur à 1, sur l'ensemble d'états 0, 1 est donné par le graphe. Attention, hein, parce que le graphe, ça vous donne entièrement une chaîne de Markov. Alors évidemment, j'ai mis 0, 1, je mets 1, 2, ça ne marche pas. Donc c'est 0, 1. OK. 0, 1. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Quand elle est éteinte, elle a 2 chances sur 5 de s'allumer. Quand elle est allumée, elle a 1 chance sur 4 de s'éteindre. Donc automatiquement, ici, ça fait 3 chances sur 4. Et là, ça fait 3 chances sur 5. Ce qui correspond à P. P, c'était... On avait une chaîne comment? On avait une chaîne comme ça. Donc ça fait P égale 2 cinquièmes et Q égale 1 quart. Avec 0 pour éteindre. 0, c'est éteinte. 1, ça correspond plutôt à allumer. On modélise la chaîne de Markov comme ceci. Et maintenant, pour répondre à la question, il faut expliquer la chose suivante. C'est que quel que soit l'état initial, quel que soit l'état initial qui est donc donné par la loi de x0, xn converge en loi vers pi, qui est p sur p plus q, je dis pas de bêtises, c'est p d'abord. Non, c'est q d'abord. Et p sur p plus q. C'est donc, ici, il faut faire le calcul, ça fait 1 sur 4, facteur de là, il y a quoi? Il y a 2 cinquièmes plus 1 quart. Et là, j'ai donc 2 sur 5, facteur de 2 cinquièmes plus 1 quart. On va multiplier par 5 ici, éventuellement. En haut et en bas. Ça fait 5 sur, donc là, il va rester plus que 8. Et là, plus 5. Alors là, je pourrais faire la somme, mais je vais quand même vérifier que je ne fais pas de bêtises. J'ai multiplié par 4 en haut et en bas. Donc 8. Et là, ça va me faire 4, ça fait 8 plus 5.
Donc, c'est effectivement 5 treizièmes sur 8 treizièmes. Donc, sur une longue période, la diode restera allumée 8 treizièmes du temps. Ouais, ça veut dire on a la chaîne de Markov. Quel que soit l'état de base, c'est-à-dire vous arrivez à 10 heures du matin, et puis quel que soit le fait qu'elle soit avec une certaine probabilité allumée, éteinte, la diode, peu importe dans quel état elle est, vous attendez une heure, ça fait quand même un paquet de millisecondes, hein, d'accord? Bien, sur une heure, si vous mesurez combien de temps elle est restée allumée ou pas, si elle respecte vraiment la loi donnée ici au niveau des probabilités, bien vous devrez observer, c'est comme ça, la loi de Xn du nème état qui tend vers être comme ceci en probabilité. Donc comme à chaque état n pour n grand se rapproche de ça, ça veut dire qu'à chaque milliseconde, vous avez une probabilité de 8 treizièmes d'être allumée et 5 treizièmes d'être éteinte. Dès que n est suffisamment grand, et donc après, à partir de là, ben ça veut dire qu'à tous les moments, vous avez 8 chances sur 13 d'être allumé, 5 chances sur 13 d'être éteint. Donc, si vous regardez sur une longue période, ça veut dire qu'elle est restée allumée 8 treizièmes du temps, et éteinte 5 treizièmes du temps. Est-ce que, Axel, ça te va? Ok. Ce sera toujours comme ça, les exercices. Enfin, toujours. C'est un peu l'idée des chaînes de Markov. Je trouve ça joli, moi, ce que ça dit, parce que c'est pas évident de deviner tout seul. Là encore, il y a du... Même à 2 états, on voit que même à 2 états, hein, on est quand même sur 2 états, il y a rien... On peut pas faire plus simple. Hein. Et pourtant, ça, c'est déjà pas mal, quoi, d'avoir ça. Ça se faisait à la main. C'est un peu ce que l'exercice montre, avec les calculs de PN et des limites, etc. Ça se fait à la main. Sauf que bon, autant le faire avec le cours. L'exercice d'après, qu'on va pas faire, on va s'arrêter évidemment, c'est l'exercice 10, qui sera la chaîne de Markov, avec 3 états. Ok, normalement. ABC, donc encore un peu plus compliqué. Ok, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut s'arrêter là. Désolé d'avoir débordé, et à la semaine prochaine.